Parfait. Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette septième Pitch Feedback Session co-organisée entre Seed Legals et l'incubateur HEC. Donc, je vais démarrer par présenter un peu Seed Legals et qui nous sommes. Donc, Seed Legals, c'est une plateforme SaaS qui permet d'automatiser la création et la gestion des documents juridiques pour les opérations sur le capital des startups. Plus simplement, on automatise toute la doc juridique pour votre levée de fonds, les plans de partage de capital, que ce soit avec les salariés ou vos advisors. Donc maintenant, je vais laisser la place au jury à chaque membre pour se présenter. Et évidemment, je donne la première parole à Lucide qui va nous présenter l'incubateur HEC et elle-même. Bonjour, donc je suis Lucie Lamont, je suis entrepreneur en résidence à l'incubateur HEC. L'incubateur HEC existe depuis 2007. On est un incubateur généraliste, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de secteur spécifique et on accompagne différentes boîtes qui commencent à partir du moment où ils ont un MVP, une première traction et une taille de marché significative. Voilà, on est basé à Station F à Paris, mais on a également un programme online. Et ravi d'être ici pour entendre vos pitchs. Merci Lucide. Pierre, si tu veux enchaîner, vu que vous faites aussi partie de l'incubateur HEC. Yes, tout à fait. Donc moi, je fais partie aussi de l'équipe avec Lucille. Je travaille aussi sur une partie qui est après un peu plus aval de l'incubation, qui est sur un accélérateur spécialisé aussi dans la food et dans l'agriculture. Et l'idée, c'est qu'on accompagne des entreprises à gérer leur financement et puis leur croissance. Merci Pierre. Julien. Bonjour Julien, je m'occupe des opérations et du commerce chez Seed Legals. On est une grosse scale-up et on accompagne des milliers d'entrepreneurs dans leur levée de fonds et leurs opérations en capital. Donc on a monté une plateforme SaaS qui permet d'automatiser toute la documentation juridique et un support client qui accompagne les entrepreneurs et apporte leurs conseils et leur expertise. Merci David, si tu veux finir. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation, Félix. Moi, je suis partenaire d'une société qui s'appelle Angel Square, qui accompagne depuis 7 ans des entrepreneurs sur des levées Seed et Series A, qui accompagne un peu plus de 350 startups. Et à côté de ça, j'ai aussi monté un club d'investissement dédié au Green Tech, qui a investi dans 8 startups l'année dernière et qui se développe pas mal. Voilà. Merci David et merci aux membres du jury. Donc maintenant, on va démarrer cette pitch feedback session. Donc petit rappel du format. Chacune des startups, des fondateurs et fondatrices auront 5 minutes pour pitcher. Je vais lancer le chrono, je vais être intransigeant et je vais être le méchant, on va dire entre guillemets, mais vous avez 5 minutes pile poil pour pitcher et présenter votre startup avec les slides que vous avez préparés. Et suite à ça, chacun d'entre vous, le panel aura 10 minutes pour donner du feedback, vous challenger et vous poser des questions. Donc, dans l'ordre de passage, je vais appeler Yonot à commencer à partager son écran pour lancer son pitch. Et Bonjour. dès que vous me dites bonjour, dès que vous me dites c'est parti, je lance le chrono. Eh bien, c'est bon. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe Nochet, je suis fondateur de Yonote et aujourd'hui, je vais vous parler de Tessa. Alors, le point de départ est un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, un consommateur sur deux dit ne pas faire confiance aux marques. Or, ce manque de confiance est accentué par une certaine distance entre les marques et leurs consommateurs et qui est due en partie à une complexification du réseau de distribution. Avec Tessa, nous créons une connexion perpétuelle entre la marque et le consommateur via le produit. Donc, plus de distance et puis une confiance rétablie. Ça, c'est la relation consommateur 3.0. Notre écosystème se compose d'une solution B2B qui couvre de la production à la distribution et puis une solution B2C qui, elle, couvre de la boutique aux consommateurs primaires et secondaires. Notre première cible est l'industrie joaillière, et ce pour deux raisons. La première, c'est un secteur avec beaucoup d'intermédiaires. Il y a une très forte valeur ajoutée, et puis pour beaucoup de marques, il y a une distance importante qui s'est créée avec les consommateurs. La deuxième raison, c'est que nous avons l'expérience et le réseau qui nous ont déjà permis de travailler avec certains des leaders du marché. La société a été établie au deuxième semestre 2020. Et en 2021, nous avons validé le MVP et réalisé les premiers essais avec des marques via notre réseau existant. Cette année, nous avons procédé au développement de la solution en phase 2
l'onboarding de marques prestigieuses et nous avons commencé à élargir notre prospection. En parallèle, nous avons également établi les bases de notre stratégie de communication. L'année prochaine, alors là, c'est l'année de l'accélération pour nous. C'est l'accélération du développement commercial, du déploiement de notre stratégie de communication, de la mise en place de partenariats, notamment avec des compagnies d'assurance, peut-être du financement pour les consommateurs, via des réseaux d'experts. Et le dernier objectif, c'est le lancement d'une marketplace. Alors, notre positionnement est unique car il est basé sur notre indépendance totale et sur des sources et avec des sources vérifiables. Nous ne sommes pas contrôlés par les marques, c'est très important, et nous avons une politique commerciale qui permet à des marques de toute taille d'accéder à notre solution. La force de notre projet, c'est une équipe d'experts, à la fois dans le luxe et dans le digital. Notre solution a déjà été adoptée par plusieurs marques joaillières de prestige en France et à l'étranger. Actuellement, on a un peu plus de 60 000 articles suivis via nos solutions. Et ce qui est pour nous à la fois une validation de l'existence du problème et la nécessité d'une solution comme Tesa. Donc voici une perspective de notre développement. Donc cette année, nous avons établi 1500 transactions Tesa. Et bon, compte tenu des marques déjà à bord et celles qui vont arriver dans les mois à venir, on prévoit d'accéder à 85 000 transactions d'ici fin 2023 et atteindre le million de transactions annuelles courant 2025. Bon, ça, ce sont nos prévisions basées sur nos fonds actuellement disponibles. Maintenant, avec des financements additionnels, les objectifs seraient considérablement révisés et supérieurs grâce à une campagne de communication d'ampleur, de grande ampleur, et des équipes commerciales et techniques beaucoup plus importantes. Donc, nos besoins aujourd'hui, c'est 3 millions d'euros pour notre développement commercial, la mise en place de moyens de communication, de partenariats, et puis également la poursuite du développement de nos offres B2B et B2C. 1 minute. Donc, c'est fini. Donc, c'est ça, c'est l'outil d'aujourd'hui qui prépare le futur. Alors, je vous invite à nous rejoindre et puis j'attends avec vos plaisirs vos questions. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Chris. Il te restait 26 secondes, c'est magnifique. Tu l'as fait sous 5 minutes. Parfait, je vais donner la parole. Qui veut démarrer côté jury? Allez-y. Je peux y aller, Julien. Christophe, merci pour cette présentation. D'abord, je trouvais que c'était très clair, ton pitch. Il était bien timé, bien positionné, ton discours est clair. Les difficultés que j'ai relevées, c'est on ne comprend pas très bien ta traction. C'est quoi ta notion de transaction là? Enfin, tu nous lances des beaux logos, des marques sympas, etc. Mais concrètement, c'est quoi ta traction? Et c'est quoi ton modèle de revenu? Donc là-dessus, je suis resté sur la fin. Et puis, deuxième commentaire, c'est que si je comprends bien, tu es en pré-revenu ou à peu près. Aller chercher 3 millions sur un MVP++, c'est pas possible. Donc, il va falloir que tu coupes ta levée en une levée seed de quelques centaines de kilos ou d'un demi-million. Et après, une levée plus importante quand tu auras des paramètres commerciaux, de l'attraction que tu pourras justifier. D'accord. Moi, je te laisse répondre. Vas-y. Ah non, pardon. Chris, si tu veux répondre. Oui, si tu veux répondre justement à Non, oui. Alors, au niveau des revenus, on est pas tout à fait en pré-revenu parce qu'on a déjà quand même pas mal travaillé avec nos clients actuels. On a des contrats en cours de négociation, donc ça va tomber assez rapidement. Et puis au niveau de l'attraction, effectivement, le coût des transactions, j'ai probablement pas été clair, c'est en fait à la vente du produit. Donc à chaque fois qu'un produit est vendu, il est accompagné de cette expérience digitale qui est offerte via Tesa. Donc c'est là que viennent les transactions.
D'accord, ça Donc ça, mériterait c'est quelque d'être chose qu'on développé un peu peut. dans la présentation parce qu'on ne comprend Ouais. pas d'où viennent tes Ouais, revenus. ouais, ouais, tout à fait. Je rebondirais, merci beaucoup Chris pour la présentation, mais je rebondirais sur ce que dit Julien. Moi, j'ai une première remarque, c'est j'ai pas compris le produit, enfin la solution. Enfin, je Ouais, sais pas ce que vous faites concrètement. Tu m'as d'accord. parlé du pain, tu as parlé de tes clients, mais enfin, concrètement, j'ai vu une image d'un QR code à un moment, mais je sais pas du tout quelle est l'expérience que tu vends. Mm. Je me demande comment, si tes MVP sont payants ou en tout cas, comment tu génères du revenu. Encore une fois, tu parles de transactions, mais concrètement, dans les faits, c'est quoi ta stratégie de vente? Comment tu factures ça? Est-ce que tu factures la transaction, etc. Et donc, ça génère combien? Et voilà, donc juste être un peu plus concret et faire arriver la solution plus tôt, quoi, qu'on comprenne un peu ce que tu vends Ouais, et être concret sur les deals que tu as en cours avec tes clients. d'accord. Ouais. Ok, très Si bien. tu veux, Lucille, tu pourrais répondre à toutes les questions après si tu préfères, Chris, mais Lucille, effectivement, tu as levé la main. Oui, bah, moi je rejoins un peu pareil. Je pense que ce qui serait top, c'est que tu prennes un use case concret. En gros, il y a un exemple avec une marque, un utilisateur final, pour qu'on comprenne notamment cette histoire d'utilisateur de seconde main. Parce que Ouais. je trouve que la proposition de valeur, elle est intéressante sur ça. Enfin, moi, typiquement, j'ai plein de bijoux que je pourrais vendre en seconde main et c'est vrai qu'il manque un acteur. Et Mm. donc, je trouve que si tu prends ce use case, on va vite comprendre et ça pourrait aussi permettre de dire à quel moment toi, tu prends ton cut parce que j'imagine que tu as un modèle de commission et donc à quel moment tu le prends. Ouais. Voilà. Ok. Ok, très bien. Alors effectivement, le use case, c'est le plus facile. Et quand je montre la solution directement aux prospects, ils comprennent. Avant de montrer la solution, ils ont un peu de mal. La raison, c'est que c'est un service, un produit innovant qui en soi n'est pas trouvable ailleurs. Et donc, du coup, voilà, avant de l'avoir bien vécu, j'ai pas forcément encore trouvé les bons mots pour l'exprimer en 2 phrases et que tout le monde arrive à le comprendre. Euh, je serais ravi de faire des démos s'il y a des personnes intéressées, avec grand plaisir. La manière dont nous fonctionnons côté facturation, effectivement, il y a un côté abonnement pour la partie B2B. Pour la solution qui est toute la partie suivi de production, le système de contrôle qualité, les analytics, la bibliothèque produit. Et puis, il y a une partie variable qui est à la transaction, donc pour la partie TESA qui est avec le consommateur. Cette partie variable, elle est facturée au vendeur, c'est-à-dire, mais pas vendeur particulier, à la marque, au détaillant, qui est responsable de la distribution de l'expérience digitale. Après, au niveau des chiffres, étant donné que nous sommes en public, je ne suis pas très à l'aise de distribuer, mais voilà, en tout cas, en privé, aucun problème pour en parler un peu plus précisément. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, David, mais ne compte pas sur la démo avec les investisseurs parce que tu les auras perdus. Il faut Ouais, que dès la présentation et dès le pitch, l'investisseur, tu le séduises et tu lui expliques quelle est ta solution. Et après, si il est intéressé, tu vas pouvoir faire une démo, etc. Mais tu vois, il faut vraiment que tu arrives à expliciter en quoi ta solution est unique et en quoi elle consiste et en quoi elle est différente. j'avais un slide à supprimer pour remplacer par une démo, enfin quelque chose de visuel sur le produit. Je peux vous montrer là. Ça, c'est l'expérience consommateur, ça, c'est l'outil pro. Donc, en soi, je peux faire des slides, c'est pas un problème. Maintenant, c'est où l'inclure dans 5 minutes. Non, mais ce qui est évident, bonjour Chris, merci pour la présentation. Ce qui est évident, c'est que tu dois le placer en 5 minutes parce que là, je pense qu'aucun de nous, et on investit tous dans des startups à titre perso ou pour le compte de tiers. Enfin, là, en gros, les 5 minutes, on n'est pas convaincu. Et aujourd'hui, tu as plus de 1500, 2000 startups qui tentent de lever le montant dont tu nous parles par an en France. Donc, si tu veux nous convaincre, c'est en 5 minutes. Et donc là, visiblement, en 5 minutes, il faut que tu arrives à intégrer des screenshots de ta solution logicielle et que tu arrives à nous dire qu'est-ce qu'elle réalise exactement pour tes clients.
Et je pense que là, il te manquait, tu avais encore près de 30 secondes pour parler. Donc, visiblement, tu as le temps de nous faire une slide en disant voilà ma solution et voilà, on travaille avec telle marque et ce qu'on a fait pour eux, c'est ça, 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 et voilà les résultats pour eux. Et c'est pour ça, fort de ce ROI-là, que d'autres clients viennent nous contacter et qu'on arrive à signer. Tu vois, enfin, en 30 secondes, tu as le temps de nous dire tout ça. Ouais, super. Exactement, parce que sur le reste, hein, c'est clair, le positionnement, le marché adressable, le pain point, le truc, les MVP, tout ça, c'est clair. Mais effectivement, on résout ce point-là. C'est ta première levée, Chris? Comme ça, en dehors de mon réseau, oui. C'est-à-dire que tu as levé une première levée de Love Money en dessous d'1 million, quoi. Oui, exact. En dessous de 500K. Ouais, 300. Ouais. Donc, qu'importe le chiffre d'affaires que tu fais ou au doigt mouillé, je pense que tu fais, je rejoins l'avis de Julien, il faut que tu resize ton tour. Aujourd'hui, on est dans une situation où tu lèves plus 3 millions d'euros sur un PowerPoint et un logiciel. Aujourd'hui, les exigences d'un fonds d'investissement ou d'une société de gestion, c'est d'avoir une traction quand même assez conséquente, quoi. Le plus sera le mieux et te permettra de défendre une valo. Mais tu vois, si tu veux lever 3 millions, il va falloir que tu justifies d'une valo autour des 9-10. Est-ce que tu penses que ta boîte aujourd'hui, au vu de tes revenus, vaut 9-10 millions? D'autant plus qu'en fonds propres, tu nous montes un hockey stick qui est sympa. Donc, on peut dire que normalement, avec un petit peu une levée un peu plus petite, tu dois pouvoir arriver à un point où tu peux démontrer une vraie traction commerciale. Oui. Donc, tu essaies de couper en deux. Ouais, couper en deux steps. Ok, top. Parfait. Sur la bonne voie. Merci beaucoup, Chris. Tu es sur la bonne voie. Au moins, tu veux quelque chose, David? Ouais, je finissais par un compliment. Oui, merci. Non, mais c'est très gentil. Ça me fait plaisir. Mais là, le but, c'est d'expérimenter, voir un peu exactement avoir les avis. C'est ce que je recherche. Donc, je suis très content. Exactement. Enfin, pour tout le monde ici dans cette session, c'est des avis sans filtre, direct. Il y a à boire et à manger, mais c'est l'occasion d'avoir Voilà, on est tous investisseurs, comme disait David. On est tous billets, on est tous entrepreneurs. Donc, on connaît. Ça fait longtemps qu'on traîne là-dedans. Donc voilà, on essaye de se rendre utile en donnant du feedback direct, sans filtre. Parce que le problème quand tu rencontres des investisseurs, c'est qu'ils ne te disent jamais pourquoi ça ne les intéresse pas, pourquoi ils ne veulent pas investir, ou pourquoi ils ont laissé tomber. Donc voilà, c'est l'occasion d'avoir du feedback. Puis après, tu en fais ce que tu veux. C'est ça, ouais. Nickel. Ok, parfait. Parfait. Merci, Chris. Merci à tous. Merci, Chris. Ouais. et merci à David et Julien. C'est exactement mon pitch pour ces sessions. Pourquoi je les fais, pourquoi je les organise. C'est exactement pour avoir un retour sans filtre, d'apprendre et de mieux et se préparer pour la vraie session face aux investisseurs. Merci beaucoup. Donc maintenant, pour le deuxième pitch, je vais appeler Thierry avec Croc la com. Donc si tu veux, Thierry, partager ton écran et tu pourras démarrer. Dès que tu me dis go, je lance le chrono. Thierry, je pense que ton micro est coupé. Tu es encore coupé. Attends. Le micro est encore coupé de ton côté, Thierry. C'est bon. Est-ce que vous avez bien à l'écran la première slide? Oui. Parfait. Alors, c'est parti. Bonjour à tous, je suis Thierry Castan, le cofondateur de Croc la com, l'agence immobilière à 2% de commission. Je suis tombé dans l'immobilier très jeune et c'est la réaction d'un client qui m'a fait réagir. Cet entrepreneur m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Monsieur Castan, votre commission de 28 000 euros, je ne vais pas vous la payer. Vous avez fait que 3 visites. Moi, je suis entrepreneur. Vous savez combien de temps je dois rester sur des toits pour gagner cette somme ?» Donc, ça m'a fait réfléchir. Et en vacances, une nuit, je me suis levé, j'ai pris un papier et un stylo et j'ai commencé à coucher ce qu'allait devenir finalement Croc la com. De retour, j'en ai parlé lors d'un repas à des amis. Et de suite, Thomas Bonomo m'a dit « C'est une excellente idée. Moi, je suis prêt à t'accompagner dans cette aventure. » Et ça tombait bien parce qu'il a une double casquette juridique et informatique. Et c'était pour moi l'associé rêvé. Les réflexions que j'avais menées ont soulevé 2 problèmes. Le premier, la commission de l'agent immobilier qui est trop élevée.
Et le deuxième, c'est que les ventes entre particuliers restent trop compliquées de par l'alourdissement constant de la réglementation. Croc-Lacom innove depuis 2019 en travaillant de la même façon qu'un agent immobilier, à la différence près qu'on ne se déplace pas. On ne visite pas les biens, on ne fait pas les visites avec les clients, on ne se déplace pas chez le notaire pour la signature des actes. Par contre, on attache l'importance normale qu'il doit y avoir pour l'estimation, la commercialisation, la négociation, le montage et le suivi du dossier jusqu'à l'acte définitif. Nous innovons aussi dans la réponse automatique que nous apportons aux clients, et cela 24 heures sur 24. Imaginez un client qui voit une petite annonce d'un bien qui peut convenir le soir à 21 heures. Il va pouvoir connaître rapidement l'adresse précise du bien, tous les éléments du dossier du bien, et si cela lui convient, il va pouvoir prendre rendez-vous directement en ligne avec le propriétaire pour visiter ce bien. Tout ceci à travers la plateforme qu'on a voulu rendre simple d'utilisation, où l'acquéreur va pouvoir estimer les économies qu'il réalise en passant par nos services, et le propriétaire pourra faire une estimation gratuite et rapide. Tout ceci dans le but d'aller chercher le marché que nous avons identifié de 283 millions d'euros en France. On s'est basé sur l'année 2021 où il y a eu 1,2 million de transactions en France. Il y a eu 69% des transactions via agence. Sur ces transactions intermédiaires, on veut aller chercher 1,5%. Et ensuite, sur les transactions qu'il y a eu de particulier à particulier, il y a 57% de ces transactions qui ont été réalisées sur le simple fait que les acquéreurs ont voulu passer en direct parce qu'ils trouvaient la commission de l'agent immobilier trop élevée. Nous, on souhaite viser ces 50% de ces transactions-là. Si on cumule les deux, on arrive à 87 000 ventes annuelles. Avec notre commission minimum à 3 250 €, on arrive au marché adressable de 283 millions d'euros. Dans ce marché, nous sommes confrontés aux acteurs qui sont déjà en place. Il y a les concurrents directs, les néo-agences, et les concurrents indirects, les agences immobilières traditionnelles et les annonceurs. Le schéma que vous avez sous les yeux démontre bien que nous sommes les seuls à répondre entièrement à la demande des clients. Ce qui nous a permis, en commençant de zéro, en 4 ans, d'aller chercher en fin d'année 100 000 € de chiffre d'affaires au travers de 67 ventes et toujours avec une excellente satisfaction client. Grâce à notre commission à 2% sur chaque vente, avec un forfait minimum à 3 900 € pour les ventes dont les prix de vente des biens est inférieur à 195 000 €. Nous souhaitons lever 400 000 € que nous compléterons par 200 000 € auprès de la BPI pour commercialiser à grande échelle. On va affecter les fonds. Merci. On va affecter les fonds pour environ 1/3 au service commercial, 1/3 au service technique et 1/3 à la communication. Selon ce modèle, nous serons rentables dès 2025 avec une croissance exponentielle en suivant, avec une couverture qui va être progressivement nationale. La vocation de Croc-Lacom, c'est également d'enrichir son offre auprès des services connexes, de la formation auprès des vendeurs, des acquéreurs, l'ouverture du marché locatif et l'étude pour intégrer la blockchain dans un cycle de vente pour aller encore plus vite, tout en restant en cohérence avec nos valeurs de respect de l'environnement et d'ancrage local. Je vous remercie de m'avoir écouté et c'est avec plaisir que je vais pouvoir répondre à vos questions. Merci, c'était pile poil à une seconde près. Merci Thierry pour ta présentation. Qui veut démarrer côté jury? Je laisse la parole. Vas-y, Lucille. Merci pour la présentation. Globalement, je trouvais ça assez clair. Moi, j'ai une question concernant le bypass, parce que si j'ai bien compris, en gros, vous économisez en donnant moins de services, et un de ceux-ci, c'est que l'acheteur potentiel, l'acquéreur potentiel va aller directement chez le propriétaire. Exactement. En fait, le temps qu'on ne passe pas à faire des visites, tout ce temps-là, c'est des économies réalisées et du coup, c'est ce qui permet d'avoir une commission qui est globalement 2,5 fois moins chère. Ouais. Mais moi, je suis un peu filou
Et du coup, si je vais directement chez le propriétaire, bah, je vais lui faire une offre en direct, en fait. Comment vous allez faire pour empêcher ce bypass? Alors, c'est une très bonne question et c'est parce qu'il faut vraiment connaître le métier pour avoir la réponse. Souvent, on se dit, il n'y a que le bon de visite qui fait qu'on ne peut pas passer en direct avec le propriétaire et c'est totalement faux. Si demain, je vous donne une astuce, si demain vous allez visiter une maison avec un agent immobilier qui vous fait un bon de visite, même si sur ce bon de visite, il y a marqué que vous ne pouvez pas acheter la maison en direct, ben, le lendemain, vous pouvez acheter la maison en direct. Ce n'est pas un contrat que vous avez signé. Un contrat, il y a un autre formalisme. Nous, en tant que professionnels, on se couvre en dénonçant les coordonnées des clients aux propriétaires avec qui on a signé un mandat de vente. Et tout ceci se fait de manière automatique. Quand le client il va voir la petite annonce et il va dire ben, ce bien m'intéresse, on va lui poser quelques questions, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail. Est-ce qu'il a validé son financement? Parce qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Est-ce qu'il a un bien à vendre? Parce que ça peut nous intéresser, il peut devenir aussi client. S'il a validé tout ça, c'est là où il va avoir accès au dossier. À partir de ce moment-là, il y a un mail qui va partir auprès des propriétaires pour dénoncer les coordonnées de ce client-là. À partir de ce moment-là, c'est le propriétaire qui ne peut pas vendre à ces clients-là. L'acquéreur, lui, peut faire ce qu'il veut, mais le propriétaire, lui, ne peut pas vendre à ce client-là. Voilà comment on se couvre. Ok. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Yes, Pierre, si tu veux. Merci beaucoup pour ta présentation. Moi, j'ai trouvé ça fluide en termes de présentation. Les choses s'enchaînaient bien. Les choses que je remonterai principalement, en fait, c'est un marché qui me semble assez compétitif. Tu parles de quelques barrières technologiques du type prise de rendez-vous en ligne et tout ça, mais je pense pas que le nerf de la guerre soit ici. Ma question que j'aurais, du coup, c'est quelle est ta stratégie vraiment go-to-market? Comment tu vas aller chercher cette croissance que tu vends aux investisseurs pour aller acquérir de nouveaux clients et faire face aux concurrents? Et le deuxième point que j'ai juste rapidement, à la fin, je ne sais pas si quand tu parles de blockchain, faut faire attention en fait de pas faire. Enfin moi, le seul remarque que j'ai, c'est si c'est vraiment incorporé dans ta techno, ça peut être intéressant, mais il faut faire attention de ne pas faire de name dropping parce que pour le coup, ça peut faire l'effet inverse pour des investisseurs. D'accord. Merci. Merci pour tout ça. Alors, en réponse, alors déjà, on peut se positionner comme on ne fait pas les visites avec les fonds nécessaires. On peut très vite s'étendre sur tout le marché national. Alors que les confrères, comme ils passent par des agents immobiliers ou des agents de visite, ben, ils font commune par commune. Ils prennent des grandes villes et puis ils essaiment. C'est comme ça qu'ils font. Et on va s'adresser, notre marché, c'est vraiment le particulier qui a mis son bien en ligne directement parce qu'il trouvait que la commission de l'agence était trop élevée. Donc, ben, lui, on peut aller le chercher parce que du coup, on a une commission moins élevée et on fait la piche téléphonique, c'est archaïque. Donc, on est sur des pistes pour aller faire du gros hacking avec. On souhaite travailler avec un ancien chercheur en neurosciences pour qu'il aille chercher sur les réseaux que le client vienne à nous, parce qu'à un moment donné, il aura entendu parler de nous et que c'est ce qu'il veut et qu'il y ait des visuels qui soient attractifs pour lui pour venir nous chercher. Mais la différence avec les confrères, c'est qu'on peut intervenir partout. Il y en a qui le font aujourd'hui, mais ce sont ni plus ni moins que des annonceurs. Ce n'est pas des professionnels de l'immobilier. Moi, je suis un agent immobilier. Croc-Lacom, ça restera une agence immobilière. Parce que acheter un bien immobilier, à un moment donné, il faut avoir des connaissances spécifiques, techniques. Tous les biens sont différents et ça ne peut pas se faire sur une simple plateforme. Il faut derrière de l'humain, mais au moment où on en a besoin. Voilà. Pas tout le temps, à notre sens, pas en tout cas en visite. Voilà. C'est pour ça qu'on ne fait plus les visites. Merci Thierry. Moi, merci pour la présentation. Un premier conseil, c'est sois concis dans tes réponses. Parce que les investisseurs, si tu leur, ça t'a du bagou, mais si tu leur parles pendant 10 minutes, le mec il pense à autre chose et puis tu l'as perdu. Deuxièmement, moi je suis resté un peu sur ma faim sur le côté innovation. Vraiment, qu'est-ce qui est en rupture dans ton modèle? Bon, je comprends le truc, pas de visite, etc. Très bien. Mais donc, du coup, quoi, tu as une plateforme technologique particulièrement étoffée. C'est quoi ton innovation? Tu vois, moi, par exemple, j'ai un bien locatif chez Equinimo. Equinimo aussi, c'est 2% de com. Et
et pourtant ils font les visites. Donc le 2%, c'est pas forcément. Enfin, on en trouve d'autres sur le marché, je pense. Donc voilà, je pense que ça mérite de mettre en exergue l'innovation que tu apportes. Et puis après, le deuxième point, c'est qu'il faut de la cohérence. Quand tu dis que tu es 3250 hors taxe minimum et que tu as fait 67 ventes cette année, que tu as fait 95 000 de chiffre d'affaires, si je me souviens bien, ça fait 1500 balles par mandat. Donc, où sont tes 3002? Et puis derrière, ta traction sur les 2 premières années, c'est flat, quoi. Enfin, tu vois, c'est linéaire. Donc, pourquoi ça va pas plus vite? Et Alors, il va falloir quand même que tu expliques ça, quoi. alors, merci pour ça. Alors, réponse courte et précise. On était à 1% de commission. En fait, Croc-Lacom, ça a été pensé dans ma tête à 1% de commission. Donc, tous les chiffres que vous voyez là, c'est à 1%. Voilà, ça répond clairement, sauf que quand on n'a pas les moyens de s'étendre rapidement et de faire du volume, on a changé notre fusil d'épaule pour que ça soit viable et rentable, voilà, tout simplement. Et pour répondre à votre question, l'innovation, c'est une innovation d'usage. C'est pas, alors je pourrais vous dire, la plateforme, nous, la levée de fonds, elle va nous servir à réaliser une plateforme qui soit facile d'utilisation pour l'ensemble des clients, acquéreurs, vendeurs, nous, le notaire. Aujourd'hui, c'est pas le cas, on travaille avec des prestataires, mais c'est pas ça qui va faire qu'on aura plus de clients. C'est pas, ça va nous permettre de traiter plus de dossiers, mais c'est pas ça. Ce n'est que l'usage. Aujourd'hui, on est les seuls à mettre en relation l'acquéreur directement avec le propriétaire de suite, en étant une agence immobilière. Les autres qui sont sur le marché, vous allez avoir quelqu'un au téléphone. Et cette personne au téléphone, vous ne les aurez pas dans les heures ouvrées. Voilà la... Faire ressortir ton USP, parce que c'est pas clair. En vue du temps, David, est-ce que tu veux donner ton feedback? Comme ça, très rapide, je vais me concentrer sur la forme parce que tu connais très bien ton métier. Donc voilà. En gros, l'histoire du début, elle est attachante, mais clairement, tu es en face de business guys et de gens qui veulent voir des chiffres et une opportunité à saisir sur un marché. Donc, je pense que tu peux gagner du temps au début plutôt que de nous raconter l'histoire d'une idée que tu as grattée sur un papier. Enfin, je pense affiche le professionnel que tu es. Et après, moi, j'étais un peu gêné parce que tu nous dis qu'effectivement, tu es moins cher que la concurrence, mais parce que tu fais moins. Parce que tu as trouvé, en gros, une opportunité d'aller accrocher les 50% qui ne passent pas par des agences et veulent économiser le service en leur proposant un nouveau service qui est l'accompagnement juridique et de ton expertise sans la visite. Donc, c'est assez logique que tu sois moins cher. Voilà. Et après, essaye de nous convaincre sur pourquoi ces gens, tu peux les accrocher et pourquoi ils sont prêts, en gros, à passer par tes services sans la visite. Quel intérêt ça a pour eux au-delà du prix et comment tu le fais bien et mieux que tous les autres. C'est ce que Julien appelle l'USP, quoi. Enfin, mais te comparer à Haussmann ou aux autres alors que leur service est complètement différent et donc leur com aussi, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, c'est les deux éléments pour moi sur la forme où c'est pas très clair. Voilà. Et puis finalement, tu te retrouves aujourd'hui pour en gros assurer la pérennité de ton business, à augmenter tes coms aussi et à pu être si différenciant ou si compétitif que ça. Donc, ça va être intéressant de voir comment tu réponds à tout ça. Ouais. Voilà. Et tu vois, pour rejoindre ce que dit David, ce slide-là que tu es en train de nous montrer, je ne l'avais pas compris en fait quand tu l'as présenté. L'œil et l'œil barré. Oui. Tu as enlevé les services superflus et tu as conservé un truc en intermédiation numérique. Mais bon, faut que tu l'expliques un peu mieux parce que je n'avais pas capté. Enfin, bon, peut-être un peu débile. Mais... Non, c'est que ça vient d'une explication trop rapide. Ouais. Merci pour tout ça. En fait, comment je vais aller les chercher pour juste répondre? En fait, c'est le client aujourd'hui, le propriétaire, dans la plupart du temps. Et avec l'agent immobilier, déjà, les rapports sont assez particuliers. Et il trouve que l'agent immobilier ne fait pas la visite correctement de son bien. Et l'agent immobilier, souvent, il veut que le propriétaire soit jamais présent dans le bien. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vendu dans l'assemblée, mais c'est comme ça que ça se passe. Et nous, c'est le propriétaire, en fait,
qui est très heureux de faire visiter son bien. Donc, pour le propriétaire, lui, c'est gagné. Et un acquéreur, à un moment donné, il veut voir le propriétaire. C'est une demande. Quand moi, j'ai fait des visites pendant 20 ans, la demande, elle était toujours « je veux voir le propriétaire ». Donc, nous, on les met en contact dès le départ. Voilà, par rapport aux confrères. Parfait, merci. Merci Thierry. Merci pour la présentation, merci pour le retour du jury. Maintenant, on va passer à la prochaine startup. On est sur les temps, mais il ne faut pas trop tarder. Alors, je vais appeler Cycladine, c'est Cécile. Si tu veux, Thierry, tu peux arrêter ton partage d'écran. Oui, merci à vous tous. Parfait, merci. Cécile, est-ce que vous pouvez partager votre écran? Vous êtes deux. Alors, oui, on est deux. Oui, on est deux. Je ne sais pas si on nous voit bien à l'écran d'ailleurs. On vous voit bien à l'écran, mais vous pouvez partager votre écran, comme ça on voit les slides que vous avez préparés. Alors okay. Partager, vous avez sur la barre en bas, vous allez avoir au milieu de la barre en bas, vous allez avoir partager l'écran. Oui. Discuter et partager logiquement, mais là... Mais on l'a pas. On vous entend pas très bien. On vous entend pas très bien, ça grésille énormément. Non, on vous entend, c'est très difficile à comprendre. Non. Est-ce que vous êtes connecté via l'application Zoom ou bien via le Zoom web? Ah. Mais là, on vous entend. Via le Zoom. Là, on vous entend bien maintenant. Donc, vous n'avez pas le partage d'écran en bas? Non. Et non, on n'a pas le partage d'écran. C'est très étrange parce que c'est pas grave. Il n'y a absolument pas d'onglet partage d'écran. C'est très étrange, ça. Je ne comprends pas. Pourtant, c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement, hein, Zoom, je vous rassure. Mais... si vous voulez, je pourrais quand même tenter de partager mon écran. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, juste pour démarrer, on a un pitch qui va être très commercial et plutôt communicant, on va dire. Et les slides, ce sont des slides de support derrière qui vont plutôt montrer des images. Donc, on peut s'en passer. Bien sûr que ça nous aide. Bien sûr que c'est un support parce que c'est très visuel et on fait de la mode. Au-delà de ça, si on n'arrive pas à le partager, voilà. Après les membres du jury ont le pitch avec eux, donc ils l'ont déjà vu. Donc on peut faire une spéciale et vous allez sans pitch, mais tout le monde a les slides. Enfin, de notre côté déjà. Eh bien, alors on va y aller comme ça. Écoutez, on va y aller. D'accord. Super. Vous me dites top et je lance le micro. Eh bien, on est bon. C'est parti. Bonjour, je suis Cécile. Bonjour, je suis Jean-Luc. Nous sommes vélotaffeurs sur Hainaut. Et cofondateur de Cycladine. Cycladine, c'est la marque de vêtements de ville adaptée à la mobilité douce, 100% créée et fabriquée en France. Alors, nous vivons l'explosion de l'écomobilité. Les paysages se réinventent et les villes lancent leur plan vélo avec la mise en place d'infrastructures ambitieuses. Les consciences évoluent encouragées par le contexte environnemental, économique et social. 42% des moyens de transport vendus en France sont des vélos, plus 43% en 2 ans. Et ce n'est que le début. L'industrie européenne du vélo estime que les ventes de vélos électriques vont passer de 3,7 millions à 17 millions d'euros en 10 ans. En France, le marché du textile voué à la mobilité est en devenir. Certains grands acteurs l'ont compris. L'offre actuelle est plutôt axée sur la fonctionnalité et le sport. Alors pourquoi circuler à vélo nous impose de mettre de côté notre élégance? Je suis vélotaffeuse depuis plus de 20 ans et dans mon dernier poste, je travaillais dans une start-up qui développe des marques de prêt-à-porter pour des influenceuses. Un jour de pluie, je suis arrivée sur le plateau d'un shooting avec un magnifique poncho rouge de chez Decathlon, je ne devrais pas dire la marque, et je me suis sentie franchement décalée et mal à l'aise. J'ai alors rêvé d'un vestiaire chic et élégant adapté à mon mode de transport. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Alors pourquoi pas créer une marque qui manquait dans l'horizon urbain? Cycladine est née. Une ligne
de vêtements différents pour femmes et hommes qui bougent, roulent, pédalent et vivent leur vie citadine à fond. Et totalement dans l'air du temps, nos habits cyclables tiennent une promesse. Ils sont visibles et réfléchissants, donc une promesse de sécurité, une promesse de confort, ils sont légers et, merci, et respirants, une promesse de protection. Ils sont imperméables et coupe-vent. Et une promesse de style, ils sont tendance et élégants. Dessinés pour la mobilité, créés pour avoir de l'allure, même à l'arrêt. Et parce que faire du vélo, c'est se faire du bien, mais c'est aussi faire un geste pour préserver notre planète. Et parce qu'on le sait, le secteur de la confection textile a plutôt un impact écologique négatif, il nous a semblé indispensable d'inscrire Cycladine dans une démarche éco-responsable. C'est pourquoi nous mettons notre point d'honneur à faire du Made in France et sourcer nos matières premières en France ou pays limitrophes. Inscrire Cycladine dans une démarche RSE est l'une de nos priorités. Cycladine est avant tout une marque digitale. La collection est proposée sur notre e-boutique cycladine.com est d'ores et déjà disponible. Rendre la marque visible, construire son image nous amène à multiplier aujourd'hui nos canaux de vente en recherchant des distributeurs, mode ou mobilité, des collaborations et du marché B2B tels que des fournisseurs de solutions, des flottes de vélos, etc. ou des besoins corporate. Et nous avons aujourd'hui besoin de soutien pour nous développer. Notre objectif est de lever 300 K € via différents leviers, investisseurs privés, business angels, etc. Prêt d'honneur couplé à des emprunts bancaires. Notre dossier est déjà en cours d'étude chez Réseau Entreprendre 92 et on a des banques qui sont prêtes à nous suivre si nous obtenons le prêt d'honneur de Réseau Entreprendre 92. En premier lieu, nous investirons dans la communication, chose qui a déjà été faite. On pourra revenir dessus si vous avez des questions. Nous investirons dans la communication et les RP, dans la mode et pour une marque premium. Et nous avons besoin d'acquérir de la visibilité, de développer le trafic sur notre site. Dans un deuxième temps, nous devons compléter notre offre avec de nouvelles gammes ciblées pour les saisons printemps-été. Et nous devons en outre sécuriser la société pour les 3 années à venir. Alors, malin, chic, smart, nous créons plus loin que des vêtements de vélo. Bienvenue dans nos habits cyclables. Voilà. Et on a été un peu rapide parce qu'effectivement, s'il reste 1 minute, on peut vous vous restez à 45 secondes. Parfait, merci beaucoup. C'était plutôt un bon exercice sans support visuel. Je vais laisser la parole au jury pour vous poser leurs questions. Qui veut démarrer? Si vous voulez, je peux commencer. Merci à tous les deux pour votre énergie. C'est vrai que c'est pas simple de faire un pitch sans deck et vous l'avez fait très très bien. L'exercice de pitcher à deux est pas simple non plus. Alors, je ne vais pas vous recommander forcément de faire un mot chacun et pour un souci d'efficacité, même si là vous avez été rapide, vous pouvez vous répartir les parties de façon plus large et pitcher chacun une bonne minute. Voilà. On n'a pas beaucoup parlé de vous, en fait. Vous avez parlé de la chronologie, de l'histoire du projet. Monter une marque, c'est vraiment pas simple, que ce soit pour sourcer les bons fournisseurs, s'approvisionner, gérer ses stocks et puis après aller chercher les clients. Et donc, ça m'intéresse de savoir un peu vos parcours à tous les deux et ce qui fait que vous vous sentez capable aujourd'hui de déployer une marque en France, à l'étranger et que vous savez peut-être déjà le faire ou vous êtes entouré des bonnes personnes pour réussir. Ok, merci pour cette question. Alors, en fait, moi, j'ai fait toute ma carrière dans le secteur du luxe. Principalement, j'ai commencé chez Hermès en tant que responsable des achats, matières et composants. J'ai donc beaucoup fait de sourcing, d'achat de matières et de contrôle qualité et de mise en production et gestion de production. Et puis ensuite, j'ai basculé dans le retail. Et là, dans ma dernière expérience, j'étais dans une start-up. J'étais vraiment au démarrage de l'histoire de cette start-up, qui est une start-up qui lance des marques de prêt-à-porter pour des influenceuses. Comme on n'était que 3, j'ai un peu fait le couteau suisse. Donc, j'ai touché aussi bien à la compta qu'au service client, qu'à la production, qu'au shooting, etc.
Et voilà, donc moi j'ai un vrai savoir-faire sur toute la partie production, aussi logistique, inventaire, etc. On s'est très bien réparti les charges parce que moi je gère aussi le côté administratif, comptable, production, création des modèles et logistique. Et Jean-Luc va se présenter. Donc Jean-Luc Pitavino, moi j'ai surtout fait ma carrière dans le commerce, la communication et le marketing avec aujourd'hui un peu plus de 25 ans d'expérience dans des rôles divers, mais essentiellement commerciaux. Donc chef de produit, responsable de unit, commercial grand compte, directeur des ventes. Donc le commerce et l'approche commerciale et l'attraction, c'est quelque chose que je connais un tantinet. Après, évidemment, c'est un secteur un peu différent. Moi, je travaillais surtout dans le monde du retail. Donc, les points de vente, en fait. Donc, le monde de la vente dans les points de vente, je connais un peu. Celui d'articles de mode, un peu moins. Mais j'y travaille depuis 1 an et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai bien appréhendé. Donc, pas de souci là-dessus. Donc, moi, je m'occupe du commerce, je m'occupe de la com, je m'occupe du marketing, je m'occupe de la technique aussi, du site internet, etc., de la mise en place technique de Cycladine. Ce que je disais, effectivement, ce qu'on disait tous les deux, mais je crois que ça a été ma partie, Cycladine, il ne faut pas l'oublier, est une marque digitale aujourd'hui. Mais effectivement, quand on parlait de traction, aujourd'hui, l'importance pour nous est d'aller chercher, il faut se pencher, d'aller chercher en tous les cas une cible un peu différente. On s'est rendu compte, et c'est là aussi notre recherche d'investissement, que une clientèle premium, il faut absolument qu'on se rende visible aujourd'hui, crédible et visible, et il faut aller la chercher. Très bien, merci. Est-ce que ça répond à la question? Merci David. Julien, à toi. Juste pour compléter, merci pour la présentation. Bon, votre activité, ça paraît quand même super niche, donc il va falloir lever de la dette bancaire et du prêt, etc. Très bien, allez-y. Et puis si ça vous permet de bootstrapper, c'est merveilleux. Pour aller lever des fonds auprès d'investisseurs, il faut quand même expliquer un peu en quoi c'est pas si niche que ça et que le marché est suffisamment vaste et que voilà, un peu de projection financière, etc. Ça, c'est le principal souci. Voilà, j'ai pas très bien compris combien vous voulez lever, à quelles conditions. Votre demande, elle est pas très claire. Puis après, moi, je suis pas super fan des trucs à 2 voix où vous passez la parole toutes les 10 secondes. Enfin, après ça, c'est votre choix. Mais c'est difficile, un peu difficile à suivre quand il y a 2 personnes qui jouent au ping-pong. D'accord. Bon, ok. En fait, on l'a dit, on cherche à lever 300K €. On a déjà fait une première levée qui nous a permis de démarrer notre activité, une levée de 190K € qui nous a permis de lancer notre première collection et de créer notre site et toute la structure, de faire une première campagne en marketing. Et aujourd'hui, on a besoin de plus pour pouvoir développer notre communication et puis sortir des produits complémentaires puisqu'on a quand même une certaine saisonnalité. Donc, on a lancé, nous, une collection qui était plutôt une collection d'hiver. Et pour l'été, on n'a pas de produits à proposer. Et donc voilà, mais... et au-delà de ça, on a aussi besoin de se projeter sur un avenir. Lancer une marque, comme vous le dites, c'est pas forcément très facile et il faut du temps pour que la marque s'installe et on a besoin donc de sécuriser l'avenir de Cycladine. Donc, aujourd'hui, on ne se paye pas, mais on aura besoin de le faire. Dans ton pitch, explique les 300 kilos, où est-ce qu'ils t'amènent? Ils t'amènent à l'équilibre, ou ils t'amènent à tel niveau de chiffre d'affaires, ou ils t'amènent, tu vois, enfin, faut qu'on comprenne la trajectoire, quoi, pas juste l'aspect mode. Et puis je pense que je me permets un retour rapide, mais en gros, il faut quand même que là, vous allez chercher 300 000 €. Visiblement, vous allez vous adresser à des personnes qui ont l'habitude d'investir dans des marques ou des startups. Aujourd'hui, le standard, si vous avez déjà lancé votre première collection, c'est OK, c'est quoi votre coût d'acquisition, vous marchez à combien, voilà, on va attendre des chiffres très rapidement en fait. C'est le cœur de votre business. Donc voilà. Et moi, il y a un truc dont on ne parle pas dans le pitch évidemment, mais qui me surprend un peu dans le deck, c'est votre répartition du capital. Vu les
départ détenu par Jean-Marie Raviv, il faudra expliquer ce qu'il apporte à l'entreprise. Mais ça, c'est un... Voilà. Jean-Marie Raviv, en fait, c'est un peu notre business angel de démarrage. C'est lui qui nous a apporté les fonds pour démarrer. Et donc, il est aussi un peu consultant, conseiller. Voilà, mais il est très oui, il est très en retrait là-dessus, mais la... c'est un mentor et puis celui qui a apporté les fonds aussi. Donc voilà, après ça a été nous, en tous les cas, une négociation là-dessus et de le faire entrer au capital. Voilà, ça nous a paru à tous les trois la logique implacable pour nous maintenant derrière. Et puis régler, pardon, je me permets, pour les prochaines présentations, régler vos problèmes techniques. Hein. Vous êtes sur un laptop, vous avez un casque, vous avez un micro, parce que l'audio il est pourri. Si je suis un investisseur et le meeting il commence comme ça met en run. Donc, faut vraiment que ça soit, que vous réglez ces problèmes. En vue du temps, est-ce que vous avez des petits feedbacks rapides, Pierre et Lucille, pour Cycladine? Moi, je commence, Pierre, hyper rapide. Je suis d'accord avec les chiffres, ça manquait un peu de chiffres, notamment le nombre de produits que vous vendez, combien vous en avez déjà vendu, quel est votre CAC, enfin tout ce qu'on a dit. Donc ça peut être bien de le styliser en une slide. Moi, j'ai bien aimé au contraire la dynamique de deux personnes qui pitchent, donc comme quoi c'est les goûts et les couleurs. Moi, j'ai trouvé que vous aviez une bonne dynamique, vous connaissez bien votre pitch et c'était assez agréable de vous entendre. J'ai une petite réserve néanmoins, c'est quand j'ai ouvert le deck. Je m'attendais à avoir une marque et une identité de marque et je l'ai trouvé très, très classique. Et je trouve que c'est dommage et je pense qu'assez rapidement, vous pourriez retravailler ça pour vraiment apporter un plus parce que vous êtes sur une niche et quelque chose qui est très précis et qui pourrait s'exprimer graphiquement de manière et en nous embarquer dans l'univers en fait. Et moi, je rebondis sur ce que tu dis, Lucille. Moi, merci beaucoup. Enfin, je trouve que c'était très dynamique, ça c'était chouette. Moi, je suis plutôt team pas très fluide quand on se passe la parole, donc je dirais plutôt de bien cadrer, d'avoir peut-être des slides chacun. Parler un peu plus de l'équipe et en quoi vous êtes ceux sur qui on doit miser pour aller chercher ce marché. Et un peu plus de projection financière et de dire plus sur donner plus sur votre action commerciale. Ok, ça marche. Parfait. Merci beaucoup à vous deux pour votre présentation. J'espère que les retours, merci à vous. On l'a dit, sans filtre, c'est quand même ce qui sert le plus pour améliorer votre pitch. Donc maintenant, je vais proposer à Ghislain qui va nous présenter Smadger. Qu'on voit ton écran, Ghislain. Ouais, c'est parfait. Tu me dis go et je lance le chrono. T'es en mute. T'es en mute là pour l'instant. Ouais. On t'entend toujours pas. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. C'est bon? Yes, parfait. Bon, voilà. Un peu technique pour moi aussi. Donc, ravi de vous pitcher Fledger. En plus de passer après Cycladine, on reste dans le sujet de la mobilité. Donc, comme ça crée un peu de continuité. Je vais vous présenter notre service. C'est un service d'abonnement mensuel pour les deux roues. Et je suis ravi de pouvoir vous le présenter aujourd'hui pour cette session de pitch. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin? Qu'est-ce qui fait qu'on a créé Fledger? C'est une volonté qui est très ambitieuse, mais qui nous est chevillée au corps. C'est qu'on veut vraiment mettre le monde à deux roues. On veut mettre le monde sur des motos, sur des scooters. Alors, ça peut paraître un petit peu fou comme idée, mais c'est parce que par rapport à la voiture, c'est beaucoup plus excitant, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus sobre. On parle de sobriété aujourd'hui et c'est aussi beaucoup plus économique au quotidien. Donc, vraiment, nous, notre envie, notre motivation, c'est de mettre le monde sur deux roues. Et aujourd'hui, ce qui est le frein pour mettre le monde justement sur deux roues, c'est que les options qu'on a pour s'équiper, ça va être l'achat, le leasing, et c'est une expérience qui n'a pas évolué depuis quasiment 30 ans. C'est toujours aussi compliqué, c'est 24 mois d'engagement,
c'est 7 jours de sa vie entier passés à s'occuper de l'achat, de l'entretien, de la revente, et c'est plus de 10 interlocuteurs avec qui on interagit. Donc, c'est extrêmement pénible. Et nous, face à ça, on a vraiment la volonté de simplifier, de créer une expérience d'équipement en 2 roues qui soit incomparable, qui soit vraiment révolutionnaire. Nous, on a 3 piliers. Le premier, c'est la simplicité. On veut quelque chose d'en ligne et vraiment facile à faire, quelque chose de flexible qui s'adapte à la vie et non pas des contrats sur 36 mois auxquels il faut que nous, on s'adapte. Et le dernier point qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est une mobilité qui soit responsable avec une flotte de véhicules 100% électriques d'ici 2025. Et tout simplement, nous, ce qu'on veut, c'est que commander un 2 roues en ligne soit aussi facile que de commander n'importe quel bien en ligne. Pour y arriver, nous, en fait, c'est très simple. On utilise un modèle qui est celui de l'abonnement. C'est quelque chose qui va apporter le meilleur des 2 mondes entre la courte durée, le free floating que vous voyez peut-être dans la rue pour des usages occasionnels, et le leasing qui est l'usage long terme un peu à l'ancienne. Nous, on va fournir à la fois de la flexibilité, on va fournir aussi un prix au kilomètre qui est compétitif, on va avoir une large gamme de véhicules, on va aussi avoir la capacité d'adresser tous les territoires, pas d'être que dans les centres-villes, et donc on va, entre guillemets, faire évoluer un marché qui aujourd'hui pèse 5 milliards d'euros en France. Concrètement, vraiment, nous, ce qu'on fait, comment ça se déroule? Notre expérience, elle est très simple, elle est en 3 étapes. D'abord, on souscrit en ligne sur notre site Internet. Donc, on a un large choix de véhicules, on suit celui qui nous donne envie. Ensuite, on livre le véhicule directement chez nos clients, chez nos riders, et ils n'ont même plus besoin de se déplacer. C'est très simple, c'est en 2 jours, c'est très rapide. Et après, une fois qu'ils ont leur véhicule, c'est que du ride, c'est que du plaisir, et il n'y a pas besoin de s'occuper de choses compliquées. Nous, on a le service de conciergerie, on s'occupe de tout. Il n'y a pas besoin ensuite de gérer une revente de véhicules, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Et même aussi, lorsqu'on est sur du Fledger, on peut changer de véhicule en cours de route. Ça veut dire si on a envie de se faire un peu plaisir, si on a envie de tester quelque chose d'un peu différent, de quelque chose un peu de sympa, eh ben, on peut le faire. Ça, sur le papier, c'est très beau. Dans la vraie vie, ça l'est aussi. Ça, ce sont nos retours clients. Vous avez un peu en visuel les gens qui utilisent nos riders, nos clients actuels. Ils sont vraiment très satisfaits. Un tiers de nos clients, de nos riders, nous recommandent autour d'eux, à leur famille, à leurs amis, à leurs patrons, à leurs collègues. Donc, vraiment, on a un niveau de satisfaction qui est incroyable. Et vraiment, ils nous disent tous que notre service est vraiment quelque chose qu'il fallait inventer. Et donc, je vous ai parlé de nos clients, je vous parle maintenant de nous. Donc, moi, c'est Ghislain. On travaille avec Lorenzo, qui est le CEO de Fledger. On est tous les deux passionnés de mobilité. On a tous les deux cette envie chevillée au corps de faire quelque chose de différent, quelque chose qui permette d'avoir une nouvelle façon de se déplacer. Et Lorenzo a été entrepreneur. Lorenzo a déjà travaillé dans la mobilité. Moi, quand j'étais gamin, j'avais qu'une seule façon de me déplacer. J'avais qu'une seule solution, c'était le 2 roues, ma bécane que j'ai bricolée. Et c'est quelque chose qui vraiment a marqué ma vie, que j'ai gardé après en l'école, pendant ma carrière de consultant en stratégie. Vraiment, c'est quelque chose qui est chevillé à notre corps et qu'on a envie de construire. Et on a envie que ce soit durable. On a envie d'avoir un modèle qui soit basé sur l'usage plutôt que la possession. On a envie d'avoir des véhicules électriques et on a envie de couvrir tous les territoires pour proposer des solutions vraiment à tous. Le terrain de jeu, il est sympa, il est grand. La vente de 2 roues en Europe, c'est 24 milliards d'euros. Je ne parle pas de l'assurance, je ne parle pas des accessoires, je ne parle pas de tout ce qu'on fait en annexe. C'est 24 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est 2% digitalisé et c'est quelque chose de vraiment ridicule. Et nous, notre vocation, c'est de digitaliser beaucoup plus cette façon de consommer le 2 roues. Et en digitalisant 10% de ce marché, on arrive sur un terrain de jeu de 2,4 milliards. Donc, c'est sympa, il y a de quoi jouer, il y a de quoi rouler. Et nous, on est vraiment bien positionnés pour adresser ce marché parce qu'on est vraiment les seuls opérateurs d'abonnement de roues motorisées. Donc, on a d'autres concurrents, mais vraiment être capable de proposer plein de véhicules, d'être capable de travailler en environnement ouvert, on est les seuls à être capable de le faire. Et donc, grâce à ça, on vise un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros d'ici 2026. Donc, vraiment, il y a quelque chose à faire, c'est quelque chose que l'on veut faire, c'est quelque chose dont on a envie. Et donc, on appelle à avoir de nouveaux partenaires pour nous rejoindre sur ce projet. Nous, nos objectifs à court terme, ça va être de lever 500 000 euros qui vont nous permettre de développer notre application web, qui vont nous permettre d'automatiser nos opérations et d'avoir un vrai avantage concurrentiel au niveau opérationnel. On veut aussi créer du contenu pour développer notre marque, notre visibilité, parce qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment rien qui existe qui s'adresse vraiment à un large public. Et on veut atteindre 250 véhicules en flotte. Alors, je crois qu'on a dépassé, on est à 5 minutes. Oui, on a dépassé un petit peu, mais j'ai essayé de finir la phrase. Voilà, parfait, voilà. Moi, je voulais laisser quand même finir sur ces paroles. Alors, merci beaucoup, Ghislain.
Qui veut démarrer? Lucie, tu veux démarrer cette fois? Oui, si vous voulez. Alors, du coup, si on revient juste sur le prix, en fait, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est quelle est la value proposition entre la subscription et en fait acheter. Enfin, c'est quasiment le même prix, sauf que si j'achète mon scooter, j'ai la prime mobilité à Paris. Ouais. Et en fait, du coup, c'est vrai, enfin, moi, par exemple, j'ai l'habitude d'acheter, mais c'est un exemple très concret, j'ai l'habitude d'acheter des véhicules et de les revendre ensuite. Oui. Et du coup, comme ça, à chaque fois, enfin, je ne perds pas trop d'argent. Du coup, j'ai du mal à comprendre, en fait, quelle est vraiment votre value proposition et votre facteur clé de succès par rapport aux autres offres, si ce n'est le business model de la subscription. Alors nous, très clairement, on a ce cas d'usage. En fait, on a deux types de clients. On a les clients qui vont être capables et avoir envie de sortir 6 000 euros dès le premier mois pour acheter un véhicule et le revendre plus tard. Il y en a d'autres qui n'ont pas forcément envie de le faire. Et dans ce cas-là, nous, on est vraiment une solution. Ensuite, sur cette page, ce qui est intéressant aussi, c'est le prix au kilomètre. Donc, nous, on a un prix au kilomètre qui est presque similaire à celui de l'achat. Donc, au final, on apporte un prix qui est équivalent et en plus, on apporte de la flexibilité. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de sur un contrat de leasing sur 24 ou 36 mois. Ensuite, autre chose qui est importante, c'est que je ne sais pas comment toi, tu gères ta revente, mais comme je disais, quand tu la revends sur le bon coin, tu y passes vraiment beaucoup de temps. Et donc, nous, on enlève complètement ça et on a aussi une clientèle qui est plus CSP+, qui va juste avoir envie de prendre un véhicule, de rouler un peu avec, de ne pas se prendre la tête et on se fait livrer 2 jours après. Une fois qu'on a envie de changer de tac, on appelle, on a un autre qui arrive. Et vraiment, ça nous permet de vraiment se concentrer sur le plaisir, de se concentrer sur la conduite et pas de faire tout ce qui est à côté, toutes ces choses qui sont pénibles. Ok. Bon, je vais enchaîner. Écoute, merci Gilles. Moi, je trouvais ça franchement génial. Je suis un ancien biker. C'est vrai que l'idée de m'y remettre et d'aller chercher ma carte grise et mon assurance à la mutuelle des motards et ci et ça et m'occuper du véhicule et de la vidange et de la je veux plus. Donc un système d'abonnement one-stop shop, je comprends tout à fait et ça me parle vachement. C'est super intéressant. Et puis en plus, effectivement, tu as des modèles neufs, tu as des véhicules électriques. Enfin, je pense que ça va toucher une clientèle un peu plus aisée, etc. C'est pas mal, franchement. C'est un très bon positionnement. J'ai bien aimé ton énergie aussi. Tu es vraiment convaincu. Ta présentation, elle est péchue. Après, peut-être, explique-nous un petit peu, encore une fois, le modèle économique. C'est-à-dire, visiblement, toi, tu veux atteindre 250 véhicules, donc tu mesures ta performance économique par le nombre de véhicules. Donc, pour un véhicule donné, quelle est l'équation et combien tu gagnes? J'avais vu un slide quelque part, mais que tu n'as pas présenté, où en fait, ton bénéfice par véhicule, c'est ton prix de revente. Donc, que tu arrives à peu près à équilibrer tes coûts, mais à 80% de remplissage, qui est quand même élevé. Et pour le coup, tu n'as plus de marge si tu fais 50%, je crois. C'est comme ça. Bon, Ouais. voilà, ça mérite qu'on comprenne un peu la rentabilité par véhicule. Après, sur le positionnement, je trouve ça super. Enfin, bon, un modèle d'abonnement tout inclus, et livré à domicile et où tu fais la maintenance et la revente et tout, et l'assurance, et peut-être même les accessoires demain. Je trouve ça très sympa. Ouais, nous, on fait déjà les accessoires et en effet, là, je n'ai pas mis la slide sur le modèle économique parce que c'est vrai, en 5 minutes, je n'ai pas forcément voulu partager tous les chiffres dans la séance, mais c'est exactement ce que tu as dit, c'est qu'on est sur un modèle où globalement, nos loyers, et on a un modèle de loyer plus de frais d'inscription qui vont couvrir tous nos coûts opérationnels, notre décote sur les véhicules. Et ensuite, derrière, on fait de l'argent lorsqu'on revend le véhicule. Donc, c'est un modèle économique qui est un peu sur le long terme. Et après, j'ai noté le point là, des 80% de taux d'occupation. C'est une hypothèse qui est vraisemblablement à peu près bonne. C'est vrai qu'on est sensible. Si on fait 50%, oui, on n'est pas rentable. Si on fait 100%, on crache du feu. Donc ça, 80%, c'est la maison au milieu. Et je crois que… non, je crois que j'ai répondu à la question. Je ne sais pas si c'est clair. Non, je ne sais pas. Dis-moi si j'ai répondu à la question. Moi, je veux bien rebondir. Sinon, à l'inverse, je ne suis pas biker. Et donc, du coup, c'est vrai que la mission au début ne me parlait pas trop parce que tu vendais du plaisir de faire de la moto versus peut-être de la vente de mobilité qui serait plus la cible. Et donc, je me demande si tes use cases, les photos de tes utilisateurs que tu mets, est-ce qu'ils achètent de la mobilité ou est-ce qu'ils achètent du plaisir de la moto?
Et donc, du coup, ce n'est pas le même positionnement. Là-dessus, si tu veux, je te fais tous les points et comme ça, après, tu peux réagir sur les différents points. Ça te va? Ouais, c'est noté. Ouais. Et du coup, il y a un peu ce côté-là, donc vente de la mobilité. Je m'interroge aussi sur ton churn rate, en fait, le nombre de gens sur tes use cases là, qui abandonnent s'ils abandonnent le contrat et au bout de combien de temps. Et je m'interroge aussi, comme un peu sur le business model, sur l'amortissement et sur si tu as déjà des KPI en fait, au niveau des frais d'entretien pour essayer de valider le business model que tu avances. Voilà. Mais sinon, je veux dire, la dynamique est top. Je pense que le marché, il y a quelque chose à aller prendre. Voilà. Maintenant, après, c'est plus en termes de positionnement. Oui, donc en termes de positionnement, en effet, il y avait plaisir versus mobilité. Nous, on ne va pas adresser la mobilité. Enfin, il y a quand même une petite barrière psychologique. On est sur du 2 roues, on a quelque chose qui peut être perçu comme dangereux. Donc, on a des personnes qui ont déjà un petit peu touché, par exemple, du free floating. Ils se disent, ah tiens, finalement, en fait, c'est quand même sympa, mais j'aimerais en faire plus. Donc, en fait, le free floating, quelque part, c'est une école qui vient vers nous, enfin, qui nous amène du flux. On a aussi des gens qui ont déjà roulé un jour dans leur vie, comme dit précédemment, j'étais rider avant et puis j'ai envie de m'y remettre. Donc, c'est des personnes qui ont envie d'avoir ce plaisir du 2 roues. Vraiment, le 2 roues, c'est quelque chose, au début, on peut avoir un peu du mal à s'y mettre. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de créer du contenu, de créer de la familiarité avec ce mode de déplacement. Mais une fois qu'on y a goûté, vraiment, c'est impossible. Enfin, c'est très, très dur de revenir en arrière. Donc, vraiment, on vend du plaisir. Et c'est vraiment aussi, nous, c'est le plaisir qu'on prend aussi à donner du plaisir aux gens. Ensuite, le taux, il y avait une question sur le churn rate. Nous, on a en moyenne, nos locations durent 4 mois. Donc voilà, ça, c'est notre churn rate. Donc, globalement, on a 3 clients par véhicule par an. Et aujourd'hui, en fait, on a pas mal de traction parce qu'on a 50 véhicules, ils sont tous occupés, on a une liste d'attente, on a fait 0 dépense marketing, on a une liste d'attente, on peut doubler de taille tout de suite. Et ensuite, en termes de KPI, l'amortissement, l'entretien, oui, c'est des choses. En fait, ça fait déjà 1 an qu'on travaille, ça fait déjà 1 an qu'on fait tourner les choses, ça fait déjà pas mal de partenaires qu'on a mis en place aussi avec vraiment les meilleurs fournisseurs de la place. Et en fait, on connaît déjà nos KPI sur l'amortissement, on sait comment on achète, on sait combien on vend, on connaît combien on dépense en entretien, on sait combien on dépense en assurance, on sait combien vont nous coûter à peu près les sinistres, on a un peu une idée de la sinistralité du vol, de toutes ces choses-là. Donc, on a un business model aussi qui est assez rodé sur lequel on met des chiffres qui ne sont pas juste au doigt mouillé. Parfait, merci. Est-ce que je vais passer la parole aux autres membres du jury ici. On est quasiment short de time pour les prochaines, la dernière présentation. Est-ce que David, tu veux sauter Ouais, moi je vais conclure parce que c'est super clair, c'est bien travaillé et évidemment qu'on a envie d'en savoir plus, mais que tu avais 5 minutes. Moi, tu es typiquement le genre de fondateur que je sens prêt à lever et que j'ai envie de voir 1 heure pour vraiment creuser les détails du business model, des évolutions, des possibles business que tu peux lancer à côté aussi avec les équipements, les offres d'assurance et autres, et l'upsell que tu peux faire sur ton client. Donc, non, écoute, très positif et je pense qu'il y a de fortes chances que tu es déjà intéressé ou que tu vas intéresser des investisseurs pour participer à l'aventure. Ok, super, merci pour le feedback. Super. Parfait. Vous avez le jury a d'autres feedbacks à donner? Non, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup, Ghislain. Surtout, tu as mis sur ces notes si positives. C'est parfait. Pour finir, je vais appeler Maude. Maude, si tu peux partager ton écran qui va nous présenter Smatchy. Hello, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien, merci. Tu peux partager ton écran quand tu veux. Et maintenant, dès que tu me dis top, je lancerai le chrono. Donne-moi 3 petites secondes, le temps que je mette ça en display. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. On est bon? Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une entreprise qui s'appelle Smatchy, dont je suis la fondatrice. Mais avant de vous présenter la plateforme qui, comme vous pouvez voir sur la slide, a pour objectif d'être la première plateforme de matchmaking dans le sport, je vais faire un petit retour en arrière et je vais me présenter. Moi, je suis une passionnée de sport. Je suis triathlète, plus précisément même Ironman si on veut rentrer dans les détails. Je suis entrepreneur depuis 2017 et j'ai un parcours marketing et business en école de commerce. J'ai la chance dans le projet d'être entourée d'une équipe que vous pouvez voir en photo et on ne détaillera pas en raison du court délai pour présenter tout le monde, mais on est extrêmement bien entouré autour du projet. Et en fait, ce projet,
Il s'est créé autour d'un projet qui s'appelle Les Bornés, qui est un projet de féminisation du sport et qui, au fur et à mesure qu'on a échangé avec les personnes de notre communauté, nous a permis de nous rendre compte qu'en fait, le sport, il avait une vision un peu particulière en Europe. Comme vous pouvez le voir au niveau des chiffres, 76% des Européens font du sport hors club et souvent pratiquent seuls. Et on s'est rendu compte que ceux qui faisaient pourquoi ils venaient faire du sport avec nous, avec les bornés, sur le cyclisme et le triathlon, en fait, c'est qu'ils ne voulaient pas faire du sport seuls. Et on s'est rendu compte que ce marché, il n'était pas vraiment adressé. Il n'existait pas d'application mobile ou en tout cas d'interface vraiment développée pour permettre de matcher avec d'autres personnes. Et on a commencé à s'intéresser un petit peu plus en détail sur le marché sportif et plus particulièrement sur le marché sportif multisport et sport individuel. Il faut savoir que 48% des Français font du sport en plein air et 29% au sein d'installations sportives. Donc, il y a un marché extrêmement important de personnes qui se retrouvent en extérieur dans l'objectif de pratiquer leur sport préféré. On a décidé de travailler Smatchy autour d'un concept d'application qui aurait plusieurs fonctionnalités. Déjà, le fait de pouvoir faire tout type de connexion, tout type de match. Donc, trouver des personnes en individuel, en one-on-one, des personnes pour un groupe, par exemple pour une équipe de foot où moi je suis toute seule et je veux rejoindre une équipe existante, mais aussi pourquoi pas des fonctionnalités un peu plus originales comme par exemple le matching love où les personnes pourraient faire du dating sportif en allant faire leur footing. Après tout, tout est possible. Cette plateforme, elle intégrera bien évidemment des notions de gamification, du chat, des services en fait qui leur permettront de pouvoir ensemble pratiquer leur sport et en même temps de passer un bon moment social, puisque toute l'idée en fait de Smatchy a été de se dire on va utiliser un outil digital dans l'objectif de recréer du lien en local et de permettre aux personnes qui sont seules, isolées ou en tout cas qui n'ont pas la possibilité de pratiquer en groupe ou en club, de pouvoir trouver une personne à proximité, quel que soit leur lieu, quel que soit leur niveau et quelle que soit leur pratique. En toute logique, on veut aussi utiliser cette plateforme pour créer du lien entre le sport valide et le sport handisport, le sport amateur et le sport professionnel, le sport débutant et le sport confirmé. L'idée vraiment étant de se baser sur ce qu'on a appris avec les bornés, ce lien, cette mixité qui a fait la force du projet et que l'on veut répliquer en multisport via une application mobile. Ça permet aussi de résoudre clairement des pains, c'est-à-dire que, outre le pain de ne pas faire du sport seul, il y a aussi parfois le pain de juste s'organiser, où c'est extrêmement laborieux quand on veut trouver une personne avec qui courir ce soir. Les 55 000 échanges de messages pour trouver la bonne date, le bon lieu, le bon horaire, etc. Et l'idée, c'est que la plateforme permette de fluidifier l'ensemble des échanges entre les utilisateurs pour trouver la bonne personne au bon moment avec la bonne pratique. On aura forcément des revenus qui seront associés via des systèmes d'abonnement, abonnement orienté grand public, donc B2C, et abonnement orienté B2B pour des clubs ou des entreprises qui voudraient utiliser la plateforme dans l'objectif de créer du lien ou dans l'objectif de gérer les rassemblements sportifs autour de leur base de données. Évidemment, quand on dit data, quand on dit objectif freemium, on dit aussi potentiellement advertising, avec le fait de se faire rémunérer par des marques dans l'objectif de mettre en avant des produits sur notre plateforme. Et à terme, on a envisagé le fait de pouvoir avoir des frais de transaction, avec de la transaction in-app qui serait mise sur l'application, puisqu'on peut tout à fait demain vendre des assurances parce que cette semaine, vous décidez d'aller faire une semaine au ski, ce qui est occasionnel, et en même temps, vous allez matcher sur la plateforme pour trouver une personne avec qui pratiquer vos sessions de ski, et au même moment, vous allez être mis en relation avec une assurance pour vous assurer ponctuellement sur ce sport en cas de petites blessures ou de croisés. Nous utilisons forcément la communauté Les Bornés dans un premier temps pour pouvoir créer cette plateforme. C'est une communauté qui vit depuis 4 ans, qui est mixte, avec une moyenne d'âge entre 25 et 40 ans. On a déjà plus de 4500 personnes qui ont participé à des événements et en base de données vraiment actives, c'est-à-dire des personnes qui, quasiment tous les mois, participent à nos événements. Nous sommes à 2700 personnes, réparties sur 26 villes. Notre levée de fonds, c'est une levée de fonds d'1 million d'euros qui se répartit entre du BSR fait avec Seed Legal et du crowdfunding fait avec Crowdcube, et la levée commence lundi. On a décidé de faire une levée en crowdfunding parce que ça nous permet d'acquérir les utilisateurs, ça nous permet d'avoir une base de données qu'on mettra directement sur la plateforme via en fait un ticket d'entrée extrêmement faible qui va être à 10 €, mais aussi en même temps d'atteindre ce million qui nous permettra de nous financer sur plusieurs plans. Le plan technologique, on doit développer une plateforme, passer de la bêta Les Bornés à la version Smatchy application, développer des nouveaux sports puisque nous étions uniquement sur le cyclisme et sur le triathlon, recruter parce qu'il va falloir développer cette équipe et entre autres recruter sur le plan technologique, marketing et commercial. Donc nos enjeux sont assez gros et au niveau des chiffres, si ça peut vous donner un ordre d'idée, on a déjà sécurisé plus de 200 millions d'euros sur cette levée à 1 million qui commence officiellement en digital lundi. Et voilà, je crois que j'ai fait 5 minutes et 16 secondes. Oui, exact. J'ai vu un peu les dernières slides. Je me dis, j'allais te laisser terminer avec ces secondes en plus. Merci beaucoup. C'était super clair. Je suis ravi en plus de voir ce nouveau projet démarrer après les bornés. Les jurys, qui veut démarrer ce tour de feedback?
je vais désigner Pierre alors. Merci beaucoup pour ta présentation. Je pense que c'est, déjà, c'est une très bonne énergie. Je pense que c'est un projet que tu soutiens et il y a déjà une communauté active. Donc ça, c'est chouette, ça valide bien. Moi, ce qui m'interroge beaucoup sur ce genre d'application, c'est la monétisation. Donc là, tu proposes des pistes de monétisation. Moi, ce que j'aimerais voir, ce serait des chiffres et des essais. Ce serait, est-ce que sur ta communauté actuelle, tu as déjà fait des tests d'upsell, de vente, tu as déjà fait des tests de partenariat, de sponsoring, pour qu'on ait un peu plus de billes. Tout à fait. Chouette. Donc du coup, ça serait bien que tu en parles. Et donc voilà, ouais, savoir un peu plus ça pour qu'on se projette un peu plus sur le business model et sur la manière de rentabiliser ta communauté. Carrément. On l'a fait, donc ça tombe bien, puisqu'en fait, on n'a pas décidé les choses au hasard sur Smatchy. On s'est énormément inspiré de ce qu'on a fait avec les bornés. Les bornés, il y a déjà en fait un système d'abonnement qui est un chouïa différent, parce que c'est pas tu t'abonnes à une plateforme, à une application, mais tu t'abonnes à une communauté. On l'a un peu tourné format club, parce que naturellement, au début, notre impact technologique n'était pas extrêmement fort. Notre force, c'était la communauté et le fait de se retrouver. Mais on a quasiment 40% de notre base de données qui est en format payant. Qui était un forfait à 45 € par an et qui souscrit en fait à la formule dans l'objectif de se retrouver et d'avoir des avantages complémentaires. On a également testé la partie marque et on est de plus en plus approché et on a de plus en plus de contenu sponsorisé sur la plateforme Les Bornés à destination de notre public qui prend différentes formes, soit purement communication. On va être sur des opérations de communication dans l'objectif de mettre en avant des produits, des services qui vont être dédiés à une communauté et nous, on fait un targeting, soit purement événementiel, où là, en fait, on capitalise sur les regroupements qui peuvent avoir lieu dans les 26 villes où nous sommes présents, dans l'objectif de pousser une marque. Et donc, on a vraiment une démarche, en fait, qui va être à la limite du testing, mais qui intéresse beaucoup les marques du sport, parce que l'objectif, souvent, c'est de voir le produit, de le toucher. Et le digital, ça a ses limites. Donc, on a énormément capitalisé sur le fait d'utiliser le digital vers local. Et c'est ce qu'on veut d'ailleurs conserver chez Smatchy. Sur la transaction in-app, on a une boutique en ligne. Et on a commencé à implémenter des collaborations avec de l'affiliation. On a déjà un collaborateur sur la partie assurance et on vend des assurances à la communauté Les Bornés. Et on a commencé à implémenter, et on est par exemple en négociation en ce moment avec des marques, je ne peux pas citer les noms, mais des acteurs, des distributeurs de produits sportifs qui s'intéressent à notre communauté dans l'objectif de faire de l'affiliation. Merci. Merci à toi. Ok, moi c'est très rapide, merci beaucoup. J'ai juste 2 remarques formelles. Je pense que c'est top et tu as une super belle énergie. Un conseil, c'est il ne faut pas parler au futur, il ne faut pas dire elle intégrera, elle aura ou des choses comme ça. Sois plus convaincante et vraiment dans le présent. Ça permet à nous de ne pas imaginer que c'est pas prêt, mais qu'au contraire c'est prêt et ça arrive. Et la dernière chose, c'est je pense que tu peux peut-être alléger un peu tes slides, puisqu'il y a des phrases, mais en fait, elles sont déjà assez visuelles, assez graphiques. Donc, juste alléger pour avoir quelque chose de plus fluide. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Julien, David. Bon, j'y vais. Écoute, merci Maud, c'est super pertinent. Effectivement, tu as une super énergie. Je comprends tout à fait. Voilà, je vais courir, je prends mon vélo, je vais faire une séance de crossfit à l'extérieur, de quoi que ce soit. J'en ai marre de le faire tout seul. Je vais rentrer dans une communauté, je vais trouver des gens qui courent à la même vitesse, qui ont le même niveau, etc. Donc, positionnement super. Ce qui n'est pas très clair, c'est l'articulation avec les bornés. Donc, je comprends que tu phagocytes un peu la base de données des bornés et que tu t'en sers de test bed finalement pour valider ta proposition de valeur. Voilà, mais c'était pas très clair. Pourquoi ça n'a pas été développé dans le cadre des bornés ou est-ce que c'est juste pour valider tes hypothèses ou quelle est l'articulation avec les bornés, quoi? Ça a été une grande question qu'on s'est posée quand on a imaginé l'app et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait des bornés et comment on le laisse et on le conserve. En fait, il y a eu 2 problématiques auxquelles on s'est confronté. La première, c'est que les bornés, c'est très féminisation du cyclisme et du triathlon. Donc, c'est une communauté qui a quand même son identité. Et en développant Smatchy, en développant l'idée de Smatchy, on s'est dit si on la développe sous le nom Les Bornés, ça va être extrêmement compliqué parce que l'identité de marque, elle existe. Ça fait 3 ans qu'on communique. Les gens sont affiliés aux bornés pour une raison. Et on débarque avec un projet d'application de matching, ils ne vont pas comprendre. Donc, on a décidé de créer 2 marques scindées pour cette raison.
Et en fait, pourquoi finalement on couple les deux sous la même entreprise et on fait en sorte qu'elles se nourrissent? Pour une raison très simple, c'est qu'on pense que les bornés peuvent nous servir de POC, déjà ne serait-ce qu'avec la base de données qui va pouvoir tester l'application quand on va la lancer et sera super bienveillante parce que pour le coup, le gros point positif des bornés, c'est qu'ils sont extrêmement bienveillants dès qu'on lance quelque chose. Et le second, en fait, c'est que ça va être notre premier exemple de communauté corporate et club. C'est-à-dire qu'en implémentant les bornés sur Smatchy, on pourra montrer ce à quoi ça va ressembler si demain un FDJ ou un club de triathlon d'ici les Moulineaux, par exemple, décide de se mettre sur la plateforme et on pourra l'utiliser comme exemple pour dire regardez ce qui se passe sur une communauté privée au sein de l'application. Donc, on a décidé de créer l'articulation comme ça. Honnêtement, la genèse et l'idée de base de l'application, elle vient de notre communauté. Elle vient d'interrogations qu'on leur a faites. Pour vraiment t'expliquer plus en détail, on a profité du Covid et de ce grand moment de pause où on ne pouvait pas leur faire de sport pour leur poser énormément de questions. Et en fait, c'est à l'issue de ces questions-là où on s'est posé avec les questionnaires, on a fait mais c'est fou, en fait, leur besoin, il n'est pas du tout adressé et nous, on l'adresse partiellement parce qu'on leur proposait des sorties, on essayait de définir les niveaux, donc on a créé une version bêta de l'algorithme, mais on ne poussait pas à ce point. Enfin, demain, moi, quelqu'un qui me dit qu'il veut dater en faisant un footing, on ne le proposait pas avec les bornés. Et pourtant, en fait, c'est super pertinent parce qu'il n'y a rien de plus, je pense, horrible que dans un restaurant ou dans un bar avec quelqu'un que tu ne connais pas. Moi, je préfère transpirer, personnellement. Au choix, c'est vachement plus sympa. Et la même chose quand tu intègres un groupe de personnes que tu ne connais pas. Non, c'est bien. OK. Ok, bah merci beaucoup pour ce pitch. Moi, je suis hyper biaisé parce que je suis, comme Julien avec les riders tout à l'heure, je suis pas mal de sport. J'ai eu l'occasion, quand j'étais jeune étudiant, d'organiser un gros triathlon à la Baule. Donc évidemment, ça me parle. Donc, plutôt que de donner des conseils, je vais te dire un peu ce qui m'a plu. Moi, l'expérience des bornés et de la monétisation me plaît beaucoup. Donc, j'orienterai vraiment votre capacité à activer et à faire de l'argent sur une communauté de sportifs, de le mettre en avant et pas seulement, coucou, on est 4000 abonnés, c'est super et en gros, on va l'utiliser en acquise sur l'app dès le début. Mais en gros, on sait faire de l'argent avec des sportifs et on fait ça depuis plusieurs années. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le fait que tu aies différentes fonctionnalités de matching, enfin, ou différents types de matching, parce que ça va vraiment diversifier la raison pour laquelle tu télécharges l'app. J'ai vu beaucoup d'apps se lancer sur le matching et notamment que le matching de niveau. Et franchement, c'est impossible. La rétention n'est pas dingue. Et c'est souvent quelque chose qui est une feature qui est associée en plus à un club déjà existant. Enfin, voilà. Par exemple, en Espagne, il y a un truc qui s'appelle Playtoming pour les fans de paddle. Voilà. Mais j'ai pas vu une appli percer en termes de chiffre d'affaires, tu vois, sur juste du matching de niveau. Donc, c'est vraiment cool que vous y ayez pensé. C'est top. Et puis, il y a certainement plein d'autres choses, mais en tout cas, c'est les petits trucs qui m'ont bien plu et qui me donneront certainement envie de participer à la levée sur CrowdCube. J'en fais de temps en temps et je regarderai avec attention votre dossier au lancement la semaine prochaine. Canon, avec plaisir. Pour juste rebondir sur ce que tu disais, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'un sportif, il évolue. Moi, si je vais parler de moi, parce que je pense qu'on n'est jamais on n'est jamais meilleur exemple que soi-même. Mais quand je préparais mon Ironman, j'étais une staccanoviste. Tu me faisais ralentir sur mes allures, ça me saoulait. J'avais envie de m'entraîner à l'allure pour laquelle je me préparais pour ma course. Mais une fois que mon Ironman il était passé, si je me retrouvais avec un débutant à 20 km/h à vélo, mais que le mec il était sympa ou la nana elle était sympa, ça me plaisait tout autant. Et en fait, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'on veut réussir à les conserver sur le long terme, même si leur mindset il change ou même si leur sport change. Parce que c'est ça aussi qu'on a constaté, c'est que parfois, tu vas faire du vélo à fond l'été, puis l'hiver, tu ne touches plus du tout. Tu vas faire autre chose, genre du crossfit. Donc, ça veut dire qu'en gros, ta base de données, si tu es que sur le vélo, tu es un peu comme un con parce que tu les as gardés de avril-mai à septembre-octobre. Puis après, il ne se passe plus rien et tu perds ton consommateur. Donc, on voulait vraiment faire en sorte d'avoir le plus de critères possible pour les retenir à l'année sur l'application, quelle que soit leur pratique et quelle que soit leur volonté, en fait. Ouais, donc, vraiment, mon attention, elle va se porter sur qui t'as recruté, qui tu vas recruter. Parce que pour le coup, si ça doit marcher, c'est aller très vite dans l'exécution, dans le développement de l'app, faire les bons choix et surtout dans l'acquisition de votre audience. Et après, sur la data, parce que ce qui va, je pense, être le plus difficile, c'est le moment où tu vas être multisport, de réussir à convenir à tout le monde ou de bien gérer justement cet aspect multisport. Donc voilà, 1 million, ça suffira peut-être pour les mois qui viennent, mais voilà. Multisport et multi-pays. Ouais, je suppose que tu vas lancer le UK et après pan-européen, c'est super. Bien sûr, parce qu'il y a de la mobilité. Enfin, on voit bien que les gens, maintenant, ils déménagent, ils bougent, ils vont en vacances. Et en fait, tu peux l'utiliser quand tu pars en vacances à Montpellier, comme tu peux te retrouver à Londres pour le boulot. À Londres pour aller courir pour Regent's Park.
à part Exactement. citer une. Non, mais c'est super. Enfin, ça fait complètement sens. Merci. Parfait, merci à tous. C'est super de finir sur des notes positives. Merci beaucoup à tout le monde. On est pile poil sur l'heure. Donc, évidemment, à ceux qui nous regardent, si vous avez des questions à poser aux startups, n'hésitez pas à m'envoyer un mail directement à moi. Donc, c'est felix@cdgals.com. Je vous mettrai en contact avec les startups. Merci à tous, merci au jury, merci aux startups. Je sais que c'est un exercice difficile, mais c'est pour ça qu'il faut s'entraîner, on parlait de sport. C'est l'occasion de le faire tous ensemble. Donc voilà, nous, on organise cette pitch session tous les mois. La prochaine sera en octobre. Si vous êtes dans le public et vous voulez participer, vous pouvez me contacter directement. Donc merci à tous, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée et à très vite sur Seedlegals ou à l'incubateur HEC. Merci Félix. Merci Félix. Merci. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci à tous. Bye. Bonne soirée. Au revoir.